Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode au cœur du relais. Nous sommes au relais pour la vie de Bren Lalleux. Nous sommes dans la chaîne podcast qui est dédiée et une chaîne podcast qui va faire vivre ce relais non pas une journée, ni 2 jours, ni 24 heures, ni 48 heures, mais toute l'année. Parce que, chers auditeurs et auditrices, dans le texte du podcast, vous avez un lien et vous pouvez réagir et laisser un message vocal au témoignage que vous allez écouter. Aujourd'hui, j'ai croisé une charmante personne avec un beau sourire qui ne s'est pas encore présentée. Donc, je vais d'abord lui demander et je vais découvrir avec vous, chers auditeurs et auditrices, son prénom. Je m'appelle Loretta. On a discuté avant de se mettre au micro, Loretta, et tu es d'accord de partager ton vécu, ton expérience et de déposer ton histoire. Tout à fait. Quelle est l'intention qui te pousse à faire ce témoignage et de déposer ton histoire? D'abord parce que je voudrais que les gens qui reçoivent l'annonce d'un cancer ne laissent pas tomber les bras. Ça, c'est la première chose, parce que tout est possible et on ne sait pas de quoi on peut être capable, sauf dans l'adversité. Et ça, je l'ai découvert et j'ai envie de le partager. Est-ce qu'on peut te demander, je sais que ça ne se fait pas chez les dames, une approximation de ton âge? J'ai 72 ans. D'accord. À quel âge a-t-on dépisté ton cancer? Alors, il y a 21 ans, je n'avais jamais été malade. Je pense que j'avais même pas d'aspirine dans ma pharmacie. Je pense que j'avais même pas de pharmacie. Et je suis allée faire une mammographie un petit peu, parce que c'était le moment, parce que j'avais reçu une invitation à le faire. Donc, tu as réagi à une campagne de prévention. Voilà, à une campagne de prévention, mais en me disant, j'y vais parce que c'est là, mais ça ne me concerne pas. Et puis quand le verdict est tombé, là, franchement, je suis tombée de haut. J'ai reçu comme un obus en plein estomac. Et la première réaction que j'ai eue, c'est de m'asseoir au bord du trottoir et pleurer. Mais très vite, je me suis relevée, d'abord parce que j'avais un époux qui était terriblement à mes côtés, qui m'a vraiment supportée parce que je pense qu'à plusieurs reprises, j'aurais laissé tomber. Et la deuxième chose, je me suis dit, attends, t'asseoir au bord du trottoir et pleurer, ça sert à quoi? Ça t'angoisse, ça ne te donne pas de force, ça ne te donne rien. Donc relève-toi, souris et avance. Tu verras que ça va venir. Et puis, pour le reste, j'ai eu une première chimio où, comme beaucoup de personnes, j'ai perdu mes cheveux, j'ai grossi avec la cortisone, etc. Mais j'avais, et ça je trouve c'est important, les accompagnants aussi, j'avais un mari qui ne m'a jamais dit vivement que ce soit terminé, quoi. Il m'a vraiment toujours encouragée. Il était présent. Il était vraiment, vraiment présent. Est-ce que tu avais de la peur aussi au ventre? Ça c'est clair, disons, quand je me suis présentée à ma première séance de chimio, ne sachant pas ce qui m'attendait et avec très peu d'explications, je me suis dit ça va aller. Un aspect que je trouve important et qui est peut-être à améliorer, c'est une piste d'amélioration que je suggère, c'est que le corps médical, parfois j'ai l'impression que dans sa communication, n'est pas assez préparé à transmettre une information ou un verdict. Est-ce que c'est ton sentiment ou est-ce que je me trompe? Non, c'est mon sentiment aussi. Et en fait, en plus, Parce que tu as parlé que c'était assez violent quand même, ta réception de l'information. J'ai eu quand même... L'annonce a été faite par un médecin qui, à mon avis, ne connaissait ni le tact ni la diplomatie. Ça a été très brutal. Et j'étais seule parce que je voulais y aller seule. Et là, franchement, je suis vraiment tombée, comme on dit vulgairement, le cul par terre. Parce que je me dis non, pas moi. Et en fait, la première chose que j'ai envisagée à ce moment-là, c'est je vais mourir. Et la première question que je lui ai posée, c'est j'en ai encore pour combien de temps à vivre? Et là, il m'a regardé, il m'a dit ça, j'en sais rien, je suis pas Madame Soleil. Il me dit vous allez faire vos chimios, vous allez faire. Donc j'avais une chimio néoadjuvante, comme on appelle, c'est-à-dire avant les rayons, avant l'opération. Et là, j'y suis allée vraiment la fleur au fusil. Mais est-ce qu'il t'a expliqué, est-ce qu'il a vulgarisé? Non, absolument pas. Dans quel ordre allaient arriver les soins, dans quoi ils consistaient? Non, il m'a juste dit on va faire la chimio, ce sera 12 séances, donc toutes les 3 semaines. Et puis après, on va opérer, et puis après, il y aura des rayons. Mais moi, tout ça, je ne connaissais pas, c'était totalement inattendu pour moi. Comment on affronte ça? Tu fais des recherches, tu t'informes? Non. Il y a 21 ans aussi. Les communications n'étaient pas les mêmes, les outils n'étaient pas les mêmes. Et puis, je suis allée un petit peu comme une petite fille curieuse en me disant, on verra bien. Et quand je suis arrivée, je me suis assise, l'infirmière m'a quand même donné quelques mots d'explication. Elle m'a dit que j'allais perdre mes cheveux, que ce ne sera pas toujours facile, que la digestion allait devenir difficile, enfin qu'il y a tous des petits à côté, des inconvénients. Mais elle me les avait pas vraiment décrits. C'est un bel euphémisme en fait, hein, Oui, parce qu'en fait ce sont les effets secondaires assez violents de la chimio. C'est-à-dire que moi je me suis retrouvée 3 jours après l'injection, je n'arrivais même plus à tendre le bras pour prendre un verre, j'étais morte, fatiguée. Et ça, je ne l'appréhendais pas. Donc, on va à la 2e séance. On y va déjà avec un peu plus de crainte. Et on sait que ça va s'amplifier. Et là, quand la 12e a été finie, là, j'ai poussé un grand ouf. Mais j'étais plus la même qu'avant. Physiquement, j'étais plus la même. Mais mentalement, non plus.
Et là, quand ça a été terminé, je me fichais pas mal de l'opération, je me fichais pas mal des rayons qui devaient encore venir. Je me suis dit, yes, j'y suis arrivée. Et il y a comme une fierté en moi qui est arrivée, qui a surgi de nulle part. Et je me suis dit, mais au fond, tu es forte, tu l'as fait. Ouais. Oui. Je voudrais signaler un truc, j'ai perdu mon mari à 7 ans d'un cancer. C'est vrai que la solitude est difficile, mais ce qui me pèse le plus, c'est que lui, je pense, pour me protéger, ne me l'a pas dit et je ne l'ai pas vu. Parce que c'est comme vieillir ensemble. On se lève tous les matins, on ne voit pas les rides qui apparaissent. Et là, moi, je ne le voyais pas changer. Et puis, quand c'est arrivé qu'on s'est retrouvés aux soins palliatifs, je me suis dit, c'est fini. Et là, j'ai beaucoup culpabilisé de ne pas avoir été l'accompagnante. Oui, un cancer du poumon foudroyant qui s'était généralisé, mais il aurait pu se soigner avant. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Pourquoi, je ne le saurais jamais, parce qu'il ne m'a jamais répondu. Mais beaucoup de gens me disent, connaissant notre couple, mais il avait probablement pas envie de passer ce que tu as passé, parce que lui, il a vécu de près aussi. Et peut-être pour me protéger, pour dire, elle y est arrivée, elle est plus loin dans le chemin. Voilà quoi. Et puis, après, quand tout est fini, on est en rémission, on est content. Mais rémission ne veut pas dire c'est fini. Oui, parce que tu m'as parlé tout à l'heure, tu m'as dit, ça fait plusieurs Oui, années, 20 ans, tu m'as parlé de 20 ans. ça fait 21 ans, mais j'ai eu, rechute. En fait, j'ai fait des métastases au foie. Et à chaque fois, c'était nouvelle, c'était rechimio. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, le corps, il encaisse. Je pense même, je vais vous raconter une petite anecdote, qu'un soir, on se promenait avec mon mari. Il y avait l'éclairage public qui s'éteignait quand je passais dessous. Donc, je me suis dit, ça y est, je deviens bionique parce que Radioactive ou... avec tout ce que j'ai avalé. Ouais. Et là, ici, maintenant, je suis en chimio, je veux dire, de traitement avec un produit qui s'appelle Herceptine, que je reçois toutes les 3 semaines à vie. Et là, il n'y a pas de perte de cheveux, ces symptômes Non, je les ai juste perdus à la première fois, Ok. mais il y a eu d'autres inconvénients pendant les autres chimios. Et j'ai remarqué quand même qu'au niveau du corps médical, il y a eu quand même plus d'informations, c'était beaucoup plus cool. Je suppose qu'on les a un peu formés aussi à ce moment-là. Maintenant, la seule chose qui est dommage, c'est qu'on se rend compte qu'il y a de gros problèmes au niveau de la santé, au niveau du personnel, etc., qui n'en peut plus, qui n'a plus le temps de s'occuper des patients, des rendez-vous qui prennent des mois et des mois. Je pense qu'il y a un effort à faire de ce côté-là, parce que le personnel médical, moi, je leur tire mon chapeau. Les infirmières, mais elles vous disent aussi aujourd'hui, on n'a plus le temps de parler avec un patient. Et elles ont beaucoup d'administration. Elles ont beaucoup d'administration. Ouais. Heureusement, maintenant, le traitement que je reçois, c'est toutes les 3 semaines, donc 3 fois à la maison et 1 fois à l'hôpital où il y a tous les autres contrôles, etc. Mais sinon, c'est fastidieux aussi de se rendre tout le temps à l'hôpital. C'est pas la porte à côté. Parfois, on ne sait pas mettre les rendez-vous le même jour. Mais je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent. Moi, le personnel médical, moi, je leur tire mon chapeau. Et plus j'ai un oncologue qui est vraiment presque devenu un ami à force des années et qui m'explique bien les choses. Et j'ai toujours été claire avec lui. J'ai dit, le jour où tu te rends compte que ça ne va plus, il faut me le dire. J'ai envie de te poser une question qui est peut-être un peu délicate, et pardonne-moi pour ça, mais je crois que c'est important aussi de pouvoir de temps en temps parler de ces aspects-là. Tu sais que, bien entendu, quand on annonce quelque chose d'aussi terrible, on sait qu'on va devoir se battre, qu'on a des choses à mener comme combat pour ça, pour sa santé, et que la priorité, c'est de vivre. On est bien d'accord. Tout à fait. Mais l'être humain est fait d'une pyramide de besoins bien définie. Dans cette pyramide, il y a la sexualité, et quand on parle d'un cancer du sein, l'image féminine est aussi impactée. Est-ce que ce sont des sujets qui, dans ta génération, dans ton vécu, dans ton parcours, ont été des questionnements pour toi par rapport à ton ressenti de femme? C'est clair que tu perds une partie de ta féminité dans la mesure où tu peux faire un choix. Ou bien tu fais l'ablation d'un sein, de 2 seins par prévention, ou mettre une prothèse, donc on te le propose. Moi, je suis quelqu'un assez bizarrement d'avoir fréquenté autant les hôpitaux. Je n'aime pas les opérations, j'ai peur des anesthésies. Mais je pensais aussi à mon mari et je lui ai simplement posé la question, je dis, voilà. Tu as pu avoir un dialogue ouvert. J'ai pu avoir un dialogue ouvert, je lui ai simplement dit, voilà, qu'est-ce que je fais? Je fais une reconstruction ou pas? Et là, il a une réponse merveilleuse. Et il m'a dit, mais tu sais ma pépette, j'ai pas épousé une paire de seins, je t'ai épousé toi. Et toi, tu ne changeras pas. Et ça, je trouve cette réponse merveilleuse. Mais t'as marié l'homme rare. Parce que j'ai croisé dans les salles d'attente des femmes dont le mari s'était barré parce que il ne retrouverait plus la féminité de sa femme. Et peut-être la peur aussi, le mot cancer fait peur. Attends, tu me dis que oui, des gens ont prononcé ces mots? Oui, parce que bon, les besoins chez chacun sont différents. Franchement, moi, il y a des femmes qui m'ont dit ça. Bon, c'est comme ça, c'est la réalité. Et c'est clair que on parlait justement du problème de la sexualité.
c'est clair que pendant les chimios, c'est pas un truc qui te vient à l'esprit, mais il faut que tu aies aussi un conjoint qui accepte la situation. Et chacun a ses propres besoins. C'est compliqué. Mais maintenant, j'ai toujours une philosophie aussi, parce qu'il y a toujours aussi, on parle de ce problème-là, et la peur de la mort. J'ai peut-être une phrase qui résume tout. En fait, il y a 2 choses inéluctables dans la vie. Tu arrives à un endroit, à un moment, quelque part que tu n'as pas choisi. Tu nais. Et au bout, qui est inéluctable aussi, tu meurs. Donc, de toute façon, un jour, tu vas mourir. C'est Donc, clair. à partir du moment où tu as accepté ça, et entre les deux, il y a un petit machin très sympa qui s'appelle la vie. Et les choix. Oui, mais la vie, il faut la vivre pleinement. C'est pas demain. Demain n'arrivera peut-être jamais, que tu aies un cancer ou pas d'ailleurs. Donc, je pense que les gens ne se rendent pas compte que la vie est précieuse, et je pense qu'on se cache. Il y a des gens qui vivent toute leur vie dans la peur de la mort, et qui ne se tracassent pas, ils vont y passer. On y passera tous. Bon, quelque part, c'est peut-être compliqué pour ceux qui restent, mais pour nous, quand c'est fini, c'est fini. Bon, voilà. Ça reste ma philosophie. Et puis j'ai une phrase qui est en anglais et que j'utilise tout le temps, c'est « Take the best, fuck the rest Samira, tu j'aime bien cette philosophie de voir les choses. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Alors, je sais, tu te soignes, tu fais une chimio, tu as une régularité de traitement, mais est-ce que tu mets en place des petits rituels, des petites choses au quotidien qui t'aident au niveau de ta santé, qui prend soin de toi? » Alors, chaque jour que j'ai quelque chose à faire, que je sorte ou que je reste chez moi, je prends soin de moi. Je me maquille, je m'habille correctement. Ouais. Mon rituel, c'est le jardin. Moi, j'adore les plantes, etc. Je commence à découvrir les plantes médicinales et je me fais des tas de tisanes et de petits trucs et ça m'amuse beaucoup. Mais une chose importante, tous les matins, je m'assieds au bord du lit et je mets un pied à terre et je dis « Yes, encore un jour de plus, je suis vivante. C'est un cadeau. Ouais. Tu m'as parlé de cadeau de la vie. » Oui. Tu peux nous partager un peu ce que tu ressens par rapport à ça? Pourquoi c'est un cadeau? Mais c'est un cadeau et c'est une chance parce que d'abord, ça m'a permis de connaître les choses que je ne connaissais pas de moi, comme la force, l'empathie. Et puis, ça m'a permis aussi d'essayer d'évacuer tout ce qui est négatif dans ma vie. Je te plais, c'est bien. Je ne te plais pas, c'est bien aussi. Ça ne concerne que toi. Avance dans la vie, essaye de vivre tes rêves. Fréquente des gens qui te sont positifs, avec lesquels tu te sens bien. Profite de la vie. J'ai rien de mieux à dire, c'est que je crois que la vie est un cadeau et on ne s'en rend pas toujours compte. Et on dit toujours, quand je serai retraité, je ferai ça. Quand j'aurai payé ma maison, je ferai ça. Mais non, t'as envie de le faire, fais-le maintenant. Ouais, il pourrait être trop tard demain. Oui, On ouais. l'oublie trop souvent. Ouais. Ouais. C'est un peu comme cette attitude en Europe qui est fort ancrée, où on a peur tellement de la mort que j'ai l'impression qu'on ne veut pas la voir au point de mettre ses vieux dans les maisons de repos. Oui, ça, je Alors trouve qu'en ça... fait, j'ai eu quelques occasions de travailler en maison de repos, je trouvais ça triste de voir ces gens toute l'année Ouais. face à une vitre en train de regarder les oiseaux dans les arbres. Ouais. Mais quand ils meurent, toute la famille arrive, mais Oui. on les voit jamais toute l'année. Mais tu Et c'est sais, interpellant. mais il y a un truc qui est vraiment marrant, c'est quand tu es vivant, il n'y a jamais personne qui vient te trouver, qui te prend dans ses bras et qui te dit, tu sais, toi, je t'aime. Mais une fois que tu es mort, tout le monde t'aime. Ouais. C'est bizarre, hein? Ouais, c'était un amour qui était dissimulé. C'était Oui. la pudeur, peut-être. Oui, hein. peut-être. On va un peu parler du relais. C'est ta première participation au relais? Non, je crois que celui de Braine-l'Alleud, c'est la 13e ou 14e fois que je Une le fais. fidèle alors. Peut-être plus, oui. Waouh. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir au départ? Mais en fait, c'est parce que je ne connaissais pas du tout et c'est quelqu'un qui m'a dit « Ah, le relais pour la vie, est-ce que tu veux venir témoigner ?» Donc, je suis venue la première année, puis j'ai témoigné, je crois, pendant 3-4 ans. Je leur ai dit à la fin, je dis « Choisissez quelqu'un d'autre parce qu'ils vont toujours voir la même... » Puis là, regarde, tu vas témoigner pour du long terme parce que ce podcast, c'est réutilisable et réécoutable des milliers de fois. Et puis, j'ai trouvé que franchement, tous ces gens qui travaillent autour du relais, c'est un travail de longue haleine parce que Ouais. c'est toute une année de Ça a travail. beaucoup de mérite. Et en plus, maintenant, plus ça avance, moins ils ont de chances de trouver des sponsors, des gens qui veulent. Parce que le cancer est tellement banalisé que, bon, c'est bon, quoi. On ne donne plus tellement. Oui et non. Oui, il est banalisé, mais ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y en a de plus en plus. Ah oui. Il manque de prévention. Alors, je ne parle pas de prévention, genre les tests que tu as Oui, faits qui oui, ont oui. permis de dépister, mais je parle de prévention sur l'hygiène de vie et ce Oui, qu'on accepte oui. dans ce qui nous entoure comme environnement. Quel regard portes-tu, toi qui fréquentes le relais depuis autant d'années, sur l'ambiance et le vécu de ce relais? Moi, j'ai toujours trouvé ça chouette parce qu'il y en a pour tous les goûts. Et puis, on voit vraiment que tous les gens, que ce soit les gens qui préparent à manger dans les stands, que ce soit les gens qui sont sur scène, tous ces gens viennent pour une cause. Et on sent vraiment ça Tu parmi sens les ça gens. dans les Ah tripes? oui. Les soins aussi offerts aux battants, le petit repas.
je trouve que c'est une convivialité où tu as l'impression que les gens se comprennent. Parce que quand tu parles à des gens qui n'ont pas eu ton vécu, t'as beau leur expliquer, ils ne savent pas très bien de quoi tu parles. Ici, tu parles à des gens qui ont eu le même vécu que toi. Ça fait du bien. C'est un peu comme une tribu. On se reconnaît tous. Oui, Ça fait du bien, ça fait un bien fou. oui. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens qui nous écoutent, auditeurs et auditrices? Moi, je dirais profitez de la vie un maximum, vivez vos rêves, ce que vous avez envie de faire, faites-le maintenant. Et surtout, dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez. N'attendez pas qu'ils soient dans une boîte en bois. Pour tous ceux qui sont dans les stands aujourd'hui, les bénévoles, tous ceux qui font que cet événement existe, tu leur dirais que le message? Moi, je leur tire mon chapeau et je dis continuez à venir et surtout, gardez votre sourire parce qu'ils sont tous souriants. C'est ça qui est magique. Oui, Et oui. parfois, pourtant, dans ce public souriant, il y a des gens très malades et qui Oui, souffrent. oui, Et oui. ils ont le sourire banane. Oui. Parce que c'est ce que je vois aujourd'hui, des sourires bananes. Mais moi, il est collé. C'est bien. J'ai beaucoup d'admiration pour le témoignage qu'il vient de nous porter. J'espère que j'ai eu les bons mots pour toi. Tout à fait. Merci beaucoup Je pour pense ça. qu'il ne faut pas avoir de tabou. C'est une situation qui existe, parlons-en. Ouais, j'ai pas eu de tabou, t'as vu. Moi, je parle même de sexualité s'il le faut. Non, mais franchement, il n'y a aucun sujet tabou et autant que Ouais. les gens soient informés avant que ça ne leur arrive. Exact. Je vais profiter de ta présence et de ton témoignage très riche et de ton partage et du fait que tu aies déposé ton histoire avec nous pour encore te remercier et puis dire aussi à ceux qui nous écoutent et à celles qui nous écoutent que le but de ce relais, c'est avant tout aussi une récolte de fonds. Oui. C'est une solidarité, Oui. c'est une communauté, mais c'est aussi une récolte de fonds. Donc, s'il vous plaît, vous qui entendez ce podcast, n'oubliez pas que vous pouvez aussi agir. Alors, de deux façons. Vous pouvez partager, liker, commenter ce podcast. Première action possible qui est gratuite et ne vous coûte pas grand-chose. Ou vous avez une deuxième action possible, c'est de cliquer sur un petit lien qui est dans le test descriptif. Ça mène vers un répondeur vocal et vous pouvez laisser un message, un témoignage, un remerciement à mon invité, un encouragement, un mot gentil, ça fait toujours du bien entendre. Ça, c'est la deuxième action que vous pouvez prendre. Et la troisième action, c'est que si vous avez un peu de moyens, faites un don, soyez généreux. Le relais pour la vie de Braine Lalleud en a besoin et l'argent est utilisé à bon escient. La recherche a besoin de tout le monde et ceux qui ont les moyens, effectivement, donnez parce que demain, c'est peut-être vous qui devrez profiter, entre guillemets, des résultats. Voilà, donnez. Il y a une chanson comme ça, hein. Donnez-moi. Donne. Merci beaucoup et je te souhaite Mais un avec très plaisir. agréable moment et merci pour ce partage. Avec plaisir. Ça m'a donné beaucoup d'émotions et je suis très enchanté de te connaître. Mais moi aussi. Merci. Merci.